Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Le dessinateur que vous êtes s'est donné pour règle de faire rimer amour avec humour. Vous avez longtemps fait la publicité des autres. C'est dire si vous méritez qu'aujourd'hui, on assure la vôtre pendant 1 heure au micro de Sud Radio. Bonjour Vouch. Bonjour. Alors, vous êtes un dessinateur dont on connaît les traits, on connaît peu le parcours et on va l'évoquer dans les clés d'une vie, à travers 4 dates et à l'occasion de la sortie de ces mystérieuses H. de l'amour au Cherche Midi, un recueil de plus qu'on évoquera tout à l'heure, puisque le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer d'abord votre parcours. Alors, j'ai des dates clés. La première, elle est récente, mais c'est un retour aux sources, car le 1er juin 2021, il y a une exposition Vouch à Courbevoie, une exposition de dessin, puisque vous êtes dessinateur, et cette exposition, Courbevoie, c'est quand même le lieu où vous êtes né. Oui, ça s'est fait un petit peu par hasard, mais j'étais très content de... Je connaissais très bien l'endroit, d'ailleurs, que j'avais connu, c'était un stade avant. Oui, l'espace Carpeau qui est devenu un espace culturel. Avant, c'était un stade et je crois même me souvenir que j'étais faire du ping-pong dans une salle annexe. Enfin, c'était un truc qui était un petit peu en déshérence, et puis c'est devenu un très bel espace culturel. Et Jean-Baptiste Carpeau, il a été sculpteur au 19e siècle et aussi dessinateur, donc ouais. Un point commun avec vous. Alors, d'ailleurs, je crois qu'à cette occasion, vous avez rencontré Vouch Gérard Jugnot, qui publiait des contes de Perrault. Absolument. Et qui avait transformé un peu ces contes de Perrault en les adaptant. Oui, il m'a offert son livre, donc je l'ai lu après coup. Effectivement, c'était une adaptation assez libre. Oui, exactement, puisque c'était des contes au départ pour donner des renseignements aux enfants, et puis c'est devenu tout à fait autre chose avec Gérard Jugnot. Alors, vous êtes né à Courbevoie, comme Michel Blanc, Arletty, Louis de Funès et Philippe Candeloro. C'est fou le nombre de personnalités qui sont nées à Courbevoie. Alors, votre nom, c'est Olivier Voutkevitch, et quelquefois on vous appelle Olivier Chapougnot. Non, alors, si vous voulez l'histoire de ça... J'ai été très agacé, donc c'était au début de ma carrière de dessinateur. J'étais très agacé parce que il y avait Wikipédia qui venait d'arriver, et évidemment j'ai été regarder la fiche qu'ils avaient fait sur moi, et évidemment le premier truc qu'ils donnent, c'est le vrai nom d'état civil. Ce que je trouve assez idiot. Enfin, je comprends la curiosité des gens pour ça, mais j'étais très agacé parce que si on prend un pseudonyme, c'est bien pour masquer son vrai nom. Oui, c'est logique. Voilà. Et donc, je me souviens même que j'ai même écrit. Il y avait un modérateur, enfin, il y avait, je sais pas quoi, un organisme Wikipédia. J'aurais même écrit, je leur ai envoyé un message pour dire, écoutez... Évidemment, ça n'a eu aucun effet. Donc, j'ai trouvé une parade tout seul qui était de m'inventer un faux vrai nom. Voilà. Et c'est comme ça que Chapougnot... Et alors, ça m'a beaucoup amusé parce qu'il y a beaucoup de journalistes après qui ont fait des recherches très rapides, un peu bâclées sur moi, et qui sont tombés sur mon vrai nom et qui étaient persuadés que c'était mon vrai nom. Donc, je les ai laissés dans l'erreur, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, il se trouve qu'au départ, vous êtes à Courbevoie, mais vous allez passer vos jeunes années, Vouch, dans les Vosges. Oui. D'abord à Épinal. Alors non, c'était à Saint-Dié, mais c'est pas loin. C'est la décentralisation. Je suis né à Courbevoie. Mon père était de Courbevoie aussi. Et voilà qu'on propose une opportunité de travail à mon père, en lui disant que c'est les grandes époques de la décentralisation. Hein, c'est 1950-60, le début des années 60. Et comment ça se passait à l'époque ? On disait aux gens, écoutez, est-ce que vous voulez pas partir à Évreux, à Tours, à Limoges ? On vous paye votre déménagement, et puis on augmente votre salaire, et puis, etc., etc. Il y avait des avantages qui allaient avec. Et moyennant quoi, les gens acceptaient de quitter la région parisienne pour aller s'installer en province. Votre père travaillait dans quel univers ? Dans l'industrie automobile. Parce que ce qui est important à Saint-Dié-des-Vosges, c'est l'informatique aujourd'hui. Et je sais qu'il y a une usine où l'on a fabriqué les programmes informatiques destinés au quotidien pendant des années. Et c'est à Saint-Dié-des-Vosges. Je ne savais pas. Alors, il y a ensuite quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre parcours et dans l'origine de votre humour. Et écoutez cette voix.
c'est une règle fondamentale de l'histoire. Jacques Bergier. Jacques Bergier, qui est l'auteur, avec Louis Pauwels, du Matin des magiciens, donc qui a créé Planète, avec l'anthologie Planète. Et Jacques Bergier, il faut le savoir, c'est un monsieur, c'est un scientifique, je ne sais pas si vous voyez son visage. Non. On l'a immortalisé dans Vol 714 pour Sydney de Hergé. Oui. Oui, il est un personnage totalement délirant. C'est lui qui joue le milliardaire? Exactement. C'est un personnage étonnant. Le milliardaire un petit peu... Un foufou, oui. Un petit peu à l'ouest, comme ça, qui est un petit peu distrait. Exactement. Ah bon? Oui. Et je crois que Jacques Bergier et Louis Pauwels ont donc créé une anthologie Planète que vous avez découvert un jour dans la bibliothèque familiale. Absolument. Et ça vous a marqué, Wutsch? Parce que c'était formidable, ce truc. C'était vraiment formidable. Puisque c'était des bouquins qui étaient composés de textes, de petites nouvelles, plus ou moins courtes. Enfin, la plus grande devait faire 5-6 pages ou 7-8 pages maximum. Et il y avait, sandwiché entre ces nouvelles, il y avait des dessins d'humour. Et ça, vous ne saviez pas ce que c'était à l'époque, le dessin d'humour? Non, je l'ai découvert là. Et il y avait Follon, notamment. Oh, il y avait Follon, il y avait plein de trucs. Il y avait beaucoup de dessinateurs américains. Il y avait Chas Adams. Les premiers dessins de Chas Adams que j'ai vus, je les ai vus là-dedans. Il y avait Follon, il y avait Reiser qui au début a fait quelques dessins d'humour. Il y avait Wolinski, il y avait Bosque, il y avait Chaval. Enfin, il y avait Sampé. Exactement. Il y avait quelques dessins de Sampé. Et c'est vrai que Sampé, pour vous, Wutsch, c'est un maître du dessin. Ah bah absolument, oui, absolument. C'est-à-dire que vous considérez que vous êtes un descendant de Sampé, vous êtes inspiré de son style au départ? Je me suis autoproclamé descendant de Sampé, mais un petit peu avec arrogance. Et puis... Non, mais je pense que ce que j'ai de commun avec Sampé, et ce que j'ai appris de lui, c'est qu'en fait, on pouvait faire rire pas bêtement. Voilà. De façon en disant en même temps quelque chose qui n'était pas complètement idiot. Et ça, c'est un truc que lui-même a pris, a été chercher. La source d'inspiration de Sampé, c'était le New Yorker, en fait. Hein. Exactement. Voilà. Et donc, je suis sur la même filiation parce que j'ai suivi le même trajet que lui. Alors, il se trouve, Wutsch, que donc après le bac, vous envisagez des études d'art, et je crois qu'il y a les Beaux-Arts à Metz, mais d'après la légende, vous n'avez pas passé l'examen. Non, mais c'est vrai, je confirme. À l'époque, j'étais très, très distrait. J'étais une sorte d'hurluberlu. Et alors, j'ai raté le concours des Beaux-Arts pour une histoire de retard de réveil. J'ai raté le concours d'Étienne, enfin je l'ai quasiment raté parce que je suis allé passer le concours dans une autre école qui était juste à côté, qui était l'école Corvisart. J'étais vraiment un hurluberlu à cette époque-là. Et le concours des Beaux-Arts de Metz, je l'ai raté, je trompais de date de 2 jours. Oui. Et donc j'étais censé appeler mon père qui m'avait réservé un hôtel à Metz, je devais prendre le train. Et là mon père a éclaté de rire au téléphone parce qu'en fait, il voulait pas du tout que j'aille aux Beaux-Arts, ça lui plaisait pas. Et donc il m'a dit, mais... Je t'ai pas réservé d'hôtel parce que de toute façon, t'as raté le concours de 2 jours. J'ai dit, ah bon? Il y avait aussi un réveil prêté à un voisin, je crois. Ça, c'était les arts déco. Voilà. Les arts déco. J'ai prêté mon réveil à un voisin qui avait des examens universitaires, sans penser à lui dire, écoute, je vais te réveiller. Bêtement, je lui ai donné mon réveil et lui s'est endormi. Oui. Et c'était pas grave pour lui parce qu'il a repassé ses UV plus tard, alors que moi, j'avais raté définitivement le concours. Et finalement, vous vous êtes retrouvé dans une école qui s'appelle l'Initiative. Oui. C'est une école qui est polyvalente, où on apprend les arts appliqués. Alors, c'était une drôle d'école. C'était une drôle d'école parce que l'histoire de cette école est, très brièvement, c'était une école religieuse avec une bonne sœur qui adorait l'art. Et elle avait, en fait, dans le cadre de elle gérait, en fait, un groupe de religieuses et par plaisir, elle avait monté, en fait, une sorte de département d'éducation artistique. Elle avait recruté elle-même des profs qui sortaient les Beaux-Arts, en général. Et c'était une religieuse qui avait l'esprit assez ouvert parce que, si vous voulez, les Beaux-Arts de Paris, ça avait quand même une réputation un petit peu sulfureuse, quand même. Hein. Bon. Et puis, cette école a perduré. Elle a eu pas mal de succès par la qualité de son enseignement, mais c'était très anecdotique. Et à un moment donné, s'est posé la question d'une reconnaissance publique, parce que c'était une école qui était en dehors du système officiel, si vous voulez.
Et l'État a dit, oui, c'est possible, mais à ce moment-là, il va falloir pour passer des diplômes d'État, il va falloir vous appuyer sur une autre école qui existe déjà. Enfin bon, un truc assez compliqué. Donc c'était une école assez étonnante, parce qu'elle était restée avec ses fondateurs du départ. Et je suis arrivé là-dedans, une fois de plus, par un concours de circonstances tout à fait curieux. En fait, j'avais quelqu'un de ma famille qui connaissait un prof de cette école et qui lui avait... j'étais chargé d'appeler ce monsieur. En fait, ils avaient validé mon entrée dans cette école, mais sans m'en parler. Voilà. Parce que j'étais parti en vacances pendant ce temps-là. C'était mes dernières vacances en 1976. Mes dernières vacances d'étudiant. Et quand je suis rentré, on m'a dit, il faut que tu appelles ce monsieur-là. Alors j'ai dit, moi je veux pas y aller. On m'a pas demandé mon avis, tout ça. Et on m'a dit, il faut que tu appelles ce monsieur parce que il est en relation avec la famille, donc il faut que tu t'excuses, il faut que tu annules ton inscription. Et quand j'ai appelé ce monsieur au téléphone, il s'est mis en colère, il a raccroché. Et alors j'ai su pourquoi après. Mais donc mon père m'a dit, écoute, il faut que tu ailles lui parler en direct. Donc justement, j'ai un déplacement à faire à Paris, je t'emmène, et tu vas t'expliquer avec ce monsieur de vive voix. Et voilà, le malentendu a continué parce que je suis tombé sur l'employeur de ce monsieur qui a commencé l'entretien qu'on avait ensemble en lui disant, vous avez choisi cette école et vous avez bien fait. Et j'ai jamais pu lui dire qu'en fait je venais pour justement ne pas y aller. Et voilà, enfin, et puis et donc je devais faire un aller-retour à Paris et en fait j'y suis resté. Voilà. Et ça a continué. Et il y a une autre date importante dans votre parcours, c'est le 10 septembre 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Vouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vouch, dessinateur illustre. Tout à l'heure, nous parlerons des mystérieuses alchimies d'amour au Cherche Midi, votre dernier recueil assez particulier. On a évoqué les débuts de votre parcours à Paris et dans les Vosges. Et puis, vous êtes devenu effectivement dessinateur et publicitaire. Et surtout, le 10 septembre 1989, une activité plutôt rare. Ce jour-là, vous devenez champion d'Europe de boomerang. Vous vous en souvenez ? Ah oui, là oui. Alors, je crois que ça s'est passé à Évry, sur la plaine des Jeux de la Garenne, en quelques minutes. Non, ça s'est pas passé en quelques minutes. Les tournois, à l'époque, duraient 2 jours. Ah oui, mais enfin, on renvoyait le boomerang, il revenait. Ah oui, mais il y avait plusieurs épreuves. Voilà. Alors, expliquez-moi, le boomerang, c'est quand même un sport très très rare. Je crois qu'il y a à l'époque une centaine de personnes en France qui le pratiquent, dont vous. Oui. Et dans ces années-là, le boomerang connaissait une expansion foudroyante. Il y avait le cerf-volant aussi qui était revenu à la mode et tout ça. Donc à un moment donné, on a tous cru que le boomerang allait devenir un sport de masse, enfin, ou presque, si vous voulez. Bon, ça s'est jamais produit, en fait. Et comment avez-vous découvert ce sport ? Alors, j'ai découvert ce sport parce que dans mes pérégrinations professionnelles dans la pub, où j'étais créatif, de temps en temps, on faisait des mauvaises pioches, c'est-à-dire on changeait de boulot et puis ça se passait pas bien. On s'entendait pas avec les gens, le directeur de création. Enfin voilà, ça marchait pas à tous les coups. Et moi, j'ai fait ça, c'est-à-dire je suis allé dans une agence où j'étais très malheureux. Et donc, comme j'étais très malheureux et que je m'entendais pas avec les gens, j'étais un peu privé de boulot. Alors donc, je pouvais sortir du boulot, en fait, de très bonne heure, vers 16h, un truc comme ça, puis je m'ennuyais. Et sur mon chemin, entre le boulot et le domicile, je passais le long du bois de Boulogne. Et un jour, j'avais le temps, mais en passant en voiture comme ça, je vois des mecs qui gesticulent et puis qui ont l'air de lancer des trucs. Et comme j'ai du temps, je me dis, allons voir ce qui se passe. Et en fait, il y a 3 lanceurs ou 4 lanceurs de boomerang. Et j'arrête ma voiture et je vais les voir. Je leur dis, mais vous lancez des boomerangs ? Alors ils me disent, oui, on lance des boomerangs. Mais comment vous faites ? Et puis voilà. Et c'est parti comme ça. Mais c'est un sport pas facile parce qu'on casse quelques vitres en l'apprenant, non ? Non, c'est un sport pas facile, c'est vrai, mais c'est pas à cause de ça. C'est un geste très simple, mais qui demande quand même pas mal qui est assez sophistiqué. Ça pourrait ressembler à un geste de golf, si vous voulez. Oui. La différence étant que personne ne va faire du golf tout seul en se disant je veux bien y arriver tout seul. Il y a toujours
On sent bien qu'il faut prendre des cours, qu'il faut qu'on vous explique comment ça marche et tout ça. Alors qu'au boomerang, les gens se disent ouais, ça leur ressemblait à un frisbee, donc j'essaye. Puis en fait, ça marche pas. En fait, le boomerang, pour vous, c'est un ami à qui vous pouvez parler. C'est ce que vous avez écrit un jour. Ah bon? Oui. J'ai dit ça? Oui. Ah oui. Bon, j'étais peut-être un petit peu alcoolisé alors. Mais au départ, le boomerang, c'était une arme de chasse pour les aborigènes d'Australie. Ah, c'est compliqué. Ouais. Et la première observation remonte à 1802 et on aurait trouvé des objets coudés de bois qui auraient ressemblé à boomerang dans le tombeau du pharaon Toutankhamon. Et même avant. Oui. Puisqu'on a trouvé des boomerangs préhistoriques et on a fait qui étaient relativement bien conservés en bois et on a fait des modèles d'imitation, si vous voulez, très très fidèles. Et en fait, c'était alors pas tout à fait des boomerangs, c'était des killing sticks, c'est-à-dire c'est comme un boomerang sauf que ça plane horizontalement et ça revient pas. Mais apparemment, c'était utilisé à la préhistoire comme une arme de chasse. C'est fou, hein. Alors, vous êtes pris au jeu, vous, immédiatement, vous avez commencé à apprendre. Vous avez fait les championnats de France. Je crois que vous avez été 6 fois champion de France. Quatre fois. 4 fois, oui. Tout augmente. Et en fait, c'est vraiment devenu une compétition permanente pour vous. Non, je me suis consacré à ça. Ça me plaisait beaucoup. J'étais assez doué, en fait, dans ce domaine-là. Plus qu'en dessin, en fait, finalement, bizarrement. J'étais plus doué en boomerang qu'en dessin. Voilà, et on construisait nos boomerangs nous-mêmes, donc c'était vraiment amusant, quoi, parce que quand on gagnait une compétition, c'est avec un boomerang qu'on avait fabriqué, c'était vraiment un double plaisir, en fait. Et je me suis passionné, puis après, le côté associatif m'a plu aussi, parce que il y avait tout à faire, en fait. Et donc, j'ai participé à la création d'associations, etc., dont certaines ont duré pendant 20 ans. Donc, quand on lance une association et qu'elle dure 20 ans, il y a une petite fierté, même si c'est pas grand-chose, mais c'est quand même sympa. Et je crois que si les championnats se sont déroulés à Évry, vous êtes pour quelque chose. Oui, absolument. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas un rond, on faisait des compétitions, il n'y avait rien à gagner. On gagnait une coupe affreuse en plastique, mélange de plastique et de laiton. Donc on était vraiment des passionnés, mais du coup, on n'avait pas de structure, pas de moyens, etc. Jusqu'au jour où on est tombé sur un gars à Évry qui était un élu et qui était très ouvert et qui trouvait que le boomerang c'était formidable pour l'image et qui nous a dit, à notre grande surprise, écoutez, la ville d'Évry pourrait vous accorder un budget en tant qu'association sportive, des budgets très modestes, mais à l'époque pour nous c'était le pactole, quoi. J'ai trouvé une chanson qui parle de boomerang, je ne sais pas si vous la connaissez. Comme un boomerang avec d'Étienne Dao. Et Dany, exactement. Je sens les boomerangs, J'adore. agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang me revient des jours Vous passés. connaissez l'origine de cette chanson? Non. En fait, Dany doit participer à l'Eurovision en 1974. Pompidou meurt. C'est annulé. L'année suivante, elle se présente avec cette chanson qui est refusée par le jury de la France. Et quelques années plus tard, Dao la retrouve et dit à Dany, il faut qu'on l'enregistre ensemble. Et elle est formidable, cette Elle est chanson. extraordinaire. Et c'est devenu un gros succès 15 ans après sa création. Donc Dao l'a ressuscité. Exactement. Formidable. Alors, il se trouve que, en plus, le destin a frappé car vous êtes retrouvé dans une agence qui ouvrait, qui s'appelait Australie, le pays du boomerang. J'ai même fait des affiches 4x3. L'agence existait déjà, mais il s'agissait de faire sa promotion sous forme d'affiches. Et évidemment, on m'a confié le boulot. Voilà. Et on a trouvé un faux aborigène et on a fait des photos. Alors, la pub, ça a commencé finalement après vos examens. Votre premier métier, ça a été la pub, Vouch. Ouais. C'est arrivé comment? Comme ça? Non, j'étais dans une école la fameuse école, l'initiative dont on a parlé tout à l'heure, elle formait des graphistes, en fait. Des gens qui travaillaient non pas dans des agences, mais dans ce qu'on appelait des studios. C'était des gens qui faisaient des graphismes, qui faisaient des plaquettes publicitaires, enfin des choses comme ça. Et j'ai commencé d'ailleurs à faire ça pendant 1 an. Et au bout d'1 an, il y avait un collègue qui m'a attrapé par le coude et qui m'a dit, tu sais, tu pourrais faire, tu devrais en fait viser un peu plus haut. Je dis ah bon, mais c'est quoi plus haut? Et plus haut, c'était les agences de pub.
Et vous êtes devenu un créatif, Voilà. et au milieu de gens qui sont plutôt des fonctionnaires ou des cols blancs, des gens des managers. Oui, il y en avait, mais non, je suis pas, non, c'est pas tout à fait juste ça. Une agence, alors évidemment, il y avait des services comptabilité Ouais. qui étaient des gens qui rigolaient pas trop, mais dans l'ensemble, même les commerciaux étaient un petit peu olé. On rigolait quand même beaucoup à cette époque-là. Hein. D'ailleurs, vous faisiez des dessins pour le plaisir, pour amuser vos collègues. Oui, c'est ça. Des petits crobards. Je crois qu'un jour, il y a eu une farce que vous avez fait, le coup du seau d'eau au-dessus de la porte. Mais Vous comment l'avez vous dit. savez ça, vous? Ah ben, je me suis renseigné. Mais vous êtes quelqu'un de très sérieux. Hein. Ah oui. J'essaye. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. J'avais vu, bien sûr, je crois que c'était Gottlieb qui dessinait ça, non? Oui, oui. J'avais vu, bien sûr, des gags dessinés avec des seaux d'eau mis sur des portes qui tombaient sur les gens. Et un jour où j'étais désœuvré, je sais pas ce qui me passe par la tête. C'était une après-midi. Il y avait un seau d'eau qui avait été abandonné par le personnel d'entretien aux toilettes. Et je me dis, tiens, on va le remplir, on va le mettre sur la porte. Oui. Et puis on va voir ce qui se passe. Mais il était à moitié rempli d'eau, donc il pesait plusieurs kilos. Mais j'ai pas du tout réfléchi au danger potentiel que ça pouvait représenter s'il tombait mal. En fait, je savais pas du tout comment il allait tomber. Est-ce qu'il allait tomber comme dans les dessins de Gottlieb ou alors très différent? Je sais pas. Donc je pose le seau d'eau sur la porte et puis on se dit bah oui, mais qui on va appeler? Parce que on travaillait en binôme, j'étais avec quelqu'un. Et on appelle un gars qu'on aimait beaucoup, avec qui on rigolait beaucoup, et on l'appelle sur le téléphone intérieur en lui disant dis donc viens parce que là il y a un problème sur le budget machin, c'est très important, viens tout de suite. Alors le gars dit bon bah d'accord, j'arrive. Il était 4 bureaux plus loin. Et là il arrive dans le bureau avec un petit peu d'élan parce qu'on lui avait dit que c'était urgent. Il pousse la porte et le seau d'eau lui tombe exactement comme dans les dessins de Gottlieb, c'est-à-dire lui tombe sur les épaules. Et il a pris les 4 litres d'eau sur lui, mais il n'est pas blessé. Oui. Il a juste le seau d'eau sur la tête, et il est entièrement trempé de A jusqu'à Z. Et je vais vous dire un truc, on n'a même pas ri. C'était tellement étonnant, c'est une espèce de chorégraphie. C'était tellement étonnant, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le seau d'eau pouvait lui casser l'épaule, ou la clavicule, ou le nez, vous voyez. Eh ben non, pas du tout, c'est pas ce qui s'est passé. Mais on était tellement stupéfaits qu'on n'a pas ri tout de suite. Voilà. Et quant au gars, c'est lui qui a ri le premier, en fait. Parce qu'il était dans son seau et il s'est dit, bon, bah, c'est le coup du seau d'eau. Voilà, et c'est né comme ça. Voilà. Une autre date dans votre parcours aussi, liée à une affiche publicitaire, c'est le 6 octobre 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Vouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Vouch. Nous parlerons de votre nouvel album de dessin, Les mystérieuses alchimies de l'amour au Cherche Midi dans quelques instants. On en revient à votre parcours, on a vu vos débuts de publicitaire. Et la publicité où vous avez officié pendant 15 ans, le 6 octobre 2005, c'est la première au théâtre à la Gaîté Montparnasse d'une pièce dont vous avez réalisé l'affiche Pour ceux qui restent. Et c'est vrai que c'est une affiche, c'est votre première affiche de théâtre, ou presque. C'est la seule, en fait. C'est la seule. Voilà. C'est la première et la seule, et la dernière. C'était une comédie contemporaine sur l'amitié, quelques amis qui se retrouvent. De Pascal Elbé, et, oui. oui. Et vous avez fait ça pour Pascal Elbé, je crois. Oui. Bah, j'étais très content. Moi, les affiches de théâtre, vraiment, c'était une chose qui me plaisait beaucoup. Je crois que mon affiche était pas nulle, d'ailleurs. Enfin, elle avait, voilà, ça se défendait. Le problème qu'il y a eu, c'est que la pièce n'a pas du tout fonctionné. Elle a duré 3 mois, je crois. Oui, mais enfin, c'était pas... Enfin, bon. Donc, l'affiche, c'est jamais qu'un produit dérivé. Et si le bateau coule, en fait, voilà, la très belle piscine qui est sur le bateau, elle coule avec. Voilà. C'est comme Mais ça. elle a été reprise ensuite dans d'autres théâtres. Ah bon, je ne savais pas. Ah oui. tant mieux, tant mieux. Il y a le Lucernaire et d'autres théâtres ont repris cette pièce et ça a mieux marché. Ah d'accord. Donc je pense que c'était le lieu et le temps. Là, c'était au théâtre de la Gaîté, je me souviens. Oui, c'est ça. Ouais. Et c'était peut-être pas le moment de la sortir, mais elle a marché ensuite. Ah j'en suis ravi pour Pascal Elbé. Alors il se trouve que parmi les affiches que vous avez faites, il y en a une qui a été étonnante. C'est une affiche pour les cartes de crédit. Car le Mastercard... Mais ça, c'était quand j'étais publicitaire. Exactement. Enfin, j'étais un peu entre les deux, en fait. Oui. Et c'est vrai que là aussi, c'était assez original. Vous avez fait cette affiche qui a été un événement. Le Mastercard ont été lancés à l'époque grâce à cette campagne publicitaire.
Peut-être, oui. Voilà. Et il y a eu aussi la Banque du Crédit du Nord, où là, Oui. il y a eu une affiche dans 400 agences. Oui, alors ça c'était formidable parce que c'était une espèce d'exposition de mes dessins très étonnante. En plus, il y en avait dans toute la France. Enfin, j'étais aux anges. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était formidable. C'est qu'on prenait vos dessins et la pub était pour le Crédit du Nord. Oui, mais les légendes avaient été détournées légèrement. Oui. Enfin, j'avais donné mon accord en fait. Hein. Et en même temps, les clients demandaient à avoir cette affiche dans les banques. Comment vous savez ça, vous? C'est incroyable. C'est fou, mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Et tout ça a duré 15 ans, et puis un jour, vous vous êtes fait virer, puis vous l'avez jamais regretté, vraiment. Vous parlez de la pub, Oui, la la période pub. Oui. En fait, à vrai dire, il y avait dans ce métier de créatif, donc les créatifs, pour les gens qui ne savent pas, c'est ceux qui trouvent les idées, en fait. Oui. Hein, voilà. Il y avait une chose qui me fascinait, c'était de trouver des idées. C'était pas facile parce qu'il fallait trouver des idées de façon très pointue. Hein. On appelait ça faire caca dans le trou. Il fallait vraiment pas faire caca à côté. Il fallait vraiment viser le truc. Donc ça, c'était très intéressant sur le plan créatif, recherche, tout ça. Enfin, c'est vraiment passionnant, quoi. Et puis il y avait autour de ça le biotope de la pub. Le biotope de la pub, qui à l'époque était pas du tout celui d'aujourd'hui d'ailleurs, qui était beaucoup plus sympathique, mais enfin, il y avait quand même des requins, il y avait quand même des histoires de trafic d'influence, il y avait des histoires d'images, parce que les créatifs c'était un peu comme des footballeurs, si vous voulez. Donc ils avaient des codes qui montaient, qui descendaient, en fonction des buts qu'ils avaient marqués, enfin tout ça. Et tout ce côté-là, je le subissais plus que je l'appréciais. Je le subissais parce que c'était les deux ensemble, donc on n'avait pas le choix. Vous pouvez pas dire je prends la viande et je laisse les légumes. Donc j'ai supporté ça, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas adapté en fait. C'est la sélection naturelle m'a foutu dehors en fait. C'est une loi darwinienne qui m'a fait quitter la pub. Et résultat, vous avez décidé de vous lancer dans le dessin, et certains vous ont dit tu es fou, ça marchera jamais. Ah complètement. J'en ai parlé à quelques collègues qui m'ont dit ah oui, tu veux faire du dessin d'humour dans les magazines? Bon tiens va au kiosque qui est au coin de la rue là, Oui. et puis tu feuillettes les magazines. Il y en avait des centaines. Hein. Il y en a toujours des centaines d'ailleurs. Et tu comptes le nombre de magazines qui ont un dessin d'humour, qui publient un ou plusieurs dessins d'humour. Et puis après, tu reviens, puis tu fais le bilan pour calculer, en fait, quelles sont tes chances de gagner ta vie avec ça. Et résultat, ça a marché. Et il y a quelqu'un à qui vous devez quand même beaucoup. Écoutez sa voix. C'est un très mauvais souvenir parce que j'ai fait tomber une sorte de boîte remplie de pièces de monnaie. Frédéric Et Becbédé. je suis devenu Et c'est tout vrai rouge, qu'il est un peu à l'origine de votre carrière de dessinateur. Oui, tout à fait accidentellement. Il sortait beaucoup, il avait un gros carnet d'adresses, comme on dit aujourd'hui, enfin, etc. Vous l'aviez connu dans l'agence. Oui, on avait été collègues. Il a fait un passage très bref dans la pub et on était voisins de bureau, quoi, oui. Quasiment. Et donc, moi, j'ai sympathisé avec Frédéric, qui à l'époque n'avait pas encore sorti le livre qui l'a rendu célèbre. Et le garçon était très, très sympathique. Et en plus, très... tout à fait amical et prêt à aider. Et quand il a su que je faisais du dessin, d'abord, je lui ai montré mes dessins, parce que j'en ai montré quelques-uns à l'agence, comme ça, en disant, tiens, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ça le faisait beaucoup rigoler. Et sitôt qu'il a pu m'aider, il connaissait tellement de gens. Il y avait un mec qui était rédacteur en chef d'un magazine. Il avait bu des whisky avec lui. Et au passage, il lui a dit, dis donc, je connais un gars. Ah tiens, justement, nous, on cherche des dessinateurs pas trop chers, pas connus, etc. Il lui a dit, j'ai un copain qui fait ça, tu devrais l'appeler. Voilà. Et c'était pour le magazine Lui, voilà. Qui était ressorti. En fait, c'est un journal qui datait de 65, que Daniel Philippaki avait lancé avec Jacques Lanzmann, et qui a ressurgi. Jacques Lanzmann, oui. L'auteur des Cactus, exactement. De Jacques Dutronc. Oui. Un bonhomme formidable, qu'est-ce que j'aurais aimé le rencontrer. Il était extraordinaire. Vous savez qu'il a commencé par hasard, il déjeune avec Dutronc, et ils se disent tous les deux, on va faire une chanson qui, en 5 minutes, qui ne marchera jamais. Et ils ont fait les premières chansons de Dutronc. Formidable. C'est extraordinaire. Il se trouve donc que vous arrivez dans ce magazine, et vos premiers dessins sont en noir et blanc et au crayon, Vooch. En noir et blanc, je suis pas sûr, hein. Non, ils étaient pas en noir et blanc. Mais au crayon, c'est vrai. J'avais pas trouvé mon style. En fait, j'avais trouvé un journal
avant d'être complètement prêt. Mais bon, à l'époque, je me suis dit, faut pas rater cette opportunité. Voilà. Je pouvais difficilement dire à ce monsieur, très impatient, écoutez, rappelez-moi dans 2 ans, quand j'aurai trouvé mon style. Donc, je me suis lancé, mais à cette occasion, je me suis rendu compte que j'y étais pas tout à fait au niveau graphique. Parce que mes dessins le faisaient rire quand même. Ils étaient marrants, si vous voulez. Mais le style graphique, c'était pas ça. Et vous prenez un risque, c'est vous auto-éditer avec un recueil qui s'appelait « Tout s'arrange même mal », à 1000 exemplaires. Et là, ça a aussi été une aventure particulière. Alors, tout s'arrange même mal. Vous qui êtes très cultivé, vous devez savoir d'où ça vient. Allez-y. C'est d'Alfred Capu. Oui, c'est ça. Mais lui, ça a été déformé. Ça a été déformé par la tradition orale, en fait. Alfred Capu avait écrit une maxime qui s'appelait « Tout s'arrange mais mal ». Et je l'ai découvert longtemps après. Oui. Hein. Et elle a été reprise par un copain qui arrêtait pas de dire ça, c'était une sorte de leitmotiv, qui travaillait dans la pub aussi, que j'adorais. C'était un mec qui s'appelait Jean-Claude Cheval, qui était véritablement un gourou pour moi. Et lui, il prononçait cette phrase, mais il disait même mal. C'est-à-dire que c'était déjà il y avait eu une petite torsion de la phrase originale, et je ne savais pas que ça venait d'Alfred Capu. Je l'ai découvert bien plus tard. Et donc, vous faites ce recueil, Vooch, que vous allez porter vous-même en scooter chez les libraires qui vous en prennent 1 ou 2 exemplaires. Oui, mais je connaissais pas du tout le système de librairie. J'avais pas la moindre idée, en fait. Et donc, on me dit, oui, alors, bon, peut-être que tu peux essayer de faire du dépôt. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est le dépôt? Le dépôt, si t'as un libraire qui accepte de mettre ton bouquin quelque part sur un rayonnage, alors il te paye pas, mais s'il le vend, alors tu conviens avec lui des pourcentages, tout ça, mais s'il le vend, il te paiera. Et sinon, il te rendra le bouquin, mais il te devra rien. Ah, je dis, ah bon. Et donc, j'entreprends une tournée en scooter chez des libraires que je connais pas du tout, hein, en disant, voilà, j'ai fait ça, est-ce que vous voulez le prendre en dépôt? Je crois qu'il y en a quelques-uns qui m'ont dit non, puis il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui. Et ceux qui m'ont dit oui, je leur ai dit, bon, combien vous en voulez? J'en avais plein dans le scooter. Il me dit, on va en prendre 2. Donc, non, mais moi, je connaissais pas la librairie, donc 2, ça me semblait tout à fait un chiffre totalement ridicule. Je pensais qu'ils allaient en prendre 10, au moins 10 ou 20. Non, ils en prenaient 2, parce que c'est des gens qui étaient sollicités par ailleurs par d'autres auteurs. Hein, donc chaque place étant chère dans leur boutique. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et en même temps, ça vous a permis d'être connu par d'autres journaux et de commencer à être ce qu'on appelle un cumulard. C'est-à-dire vous avez été repéré par d'autres journaux. Vous allez travailler pour Le Point, vous allez travailler pour Madame Figaro, vous allez travailler pour Psychologie Alors, Magazine. Madame Figaro, puisque vous en parlez, on a évoqué tout à l'heure Louis Pauwels. Oui. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marie-Claire, sa fille. Que je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette personne et je pense que c'était réciproque. Mais comme j'étais toujours aussi gaffeur, un jour Marie-Claire m'a téléphoné. Marie-Claire, c'était quand même la patronne d'un magazine et moi j'étais un tout petit dessinateur, donc c'était quand même pas banal. Elle me dit, vous, j'adorerais déjeuner avec vous. Je dis, mais bien sûr. Je me dis, mais c'est formidable, quel honneur. Et alors elle me donne rendez-vous pas loin du siège de Madame Figaro. Je crois que c'était, comment ça s'appelle, la cour carrée, les colonnes de Buren, là. C'était un restaurant, dans les arcades, qui devait être un de ses restaurants favoris. Et il se passe un truc incroyable, c'est que j'étais en train de dessiner, j'avais beaucoup de commandes à l'époque, j'ai oublié le rendez-vous de Marie-Claire Pauwels. Je l'ai oublié. Enfin, sûrement qu'un psy expliquerait ça mieux que moi. Et je m'en suis rendu compte, il était 13h30. Oui. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de portable, etc. Donc, j'ai pas téléphoné au restaurant. J'ai sauté sur mon scooter et je suis arrivé à 2h moins le quart. Et Marie-Claire était en train de terminer son déjeuner. J'étais dans un état de confusion mentale absolue, quoi. Comment cette personne que je trouvais aussi sympathique, j'avais pu la faire paroter. Elle était magnifiquement, elle était merveilleusement bien élevée et gentille, je pense, parce que elle m'a dit, mais c'est pas grave, vous savez, moi. Et donc on a bavardé encore un truc. Et je me sentais tellement coupable, je lui ai offert un original. Je lui ai fait envoyer dans les 8 jours un original en espérant que ça rattraperait un peu ma bévue.
Et résultat, vous avez travaillé pour Madame Figaro et aussi pour Le Point. Car Le Point, vous avez eu votre dessin à vous chaque semaine pendant des années. Oui, ça s'est pas fait tout seul. J'ai fait pas mal pendant quelques années, j'ai fait des illustrations d'articles. Oui. C'était le parcours du combattant normal, si vous voulez. Avant qu'on vous propose un rendez-vous régulier, ce qui est le summum que peut espérer un dessinateur de presse, hein. C'est une forme de reconnaissance. Eh ben, on vous essaye, hein. On vous met à l'épreuve sur des illustrations d'articles qui sont des fois pas faciles du tout, quoi. Oui, et quelquefois le dessin est inutilisable après puisqu'il illustre l'article et on oublie le contexte. Alors, ça, j'ai pensé à ça dès le début. En fait, la pub m'avait quand même donné deux, trois articulations mentales, si vous voulez, qui étaient quand même bonnes. Et j'avais compris un truc dès le début, c'est qu'il fallait pas illustrer l'article lui-même, c'est-à-dire il fallait pas faire uniquement le truc qui était demandé, il fallait faire un peu plus. Et entre autres, il fallait que le dessin réussisse à être drôle en dehors de l'article. Ça, c'est un truc que j'ai intégré dès le début. Et ça m'a beaucoup servi, puisqu'une partie des dessins que j'avais fait pour ces articles ont été recyclés dans l'édition. Mais pour ça, il fallait qu'il fonctionne tout seul. Il fallait qu'il soit autonome et qu'il soit pas avec une béquille, qui était l'article, parce que si on enlevait la béquille, là, ça se cassait la gueule. Eh bien, justement, ces recueils, il y en a eu beaucoup. Et le dernier, on va l'évoquer à travers la date du 25 septembre 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Vouch. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vouch. Alors, on a évoqué votre parcours de dessinateur, d'abord la pub et le dessin. Et le dessin humoristique a pris beaucoup de place dans votre vie puisque vous êtes devenu l'un des maîtres du genre en actualité. Et le 25 septembre 2025 est sorti un nouvel album, un de plus, Les mystérieuses alchimies de l'amour au Cherche Midi. Donc l'amour, normalement, c'est Brigitte Lahaie qui en parle sur Sud Radio, mais ça n'a rien à voir. Brigitte Lahaie ne parle qu'une partie de l'amour. Oui, exactement. Oui, c'est pas tout. Le grand amour existe-t-il? La passion est-elle soluble dans les travaux ménagers? Toutes des questions que vous n'évoquez pas dans ce livre, finalement, dans ce recueil. Oui, mais... Le couple, j'ai fait beaucoup de dessins sur le couple. En fait, moi, j'ai pas été très heureux dans ma vie personnelle à ce niveau-là. J'ai pas enregistré un nombre de succès considérable, si vous voulez, même plutôt l'inverse. Et ça a toujours été un thème récurrent. Voilà, le couple et ses problèmes, quoi. Voilà. Vous faites rimer amour avec humour, mais l'amour n'est à travers les dessins. Oui, mais ça commence toujours par l'amour, de toute façon. Et c'est après que ça commence à devenir intéressant. Alors cet album, il y a une petite pastille qui dit « Album 100% rénové et enrichi de nouveaux dessins ». Et ça, c'est une de vos particularités. C'est-à-dire que vous avez, chaque fois que vous avez fait un album, vous avez retravaillé les dessins. Alors, j'ai pas réussi à le faire pour tous, mais je l'ai fait pour beaucoup. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que je suis un perfectionniste, un pénitent. Et donc, si je vois un dessin que j'ai fait 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, mais je pense que je sais comment je pourrais l'améliorer un peu, vous voyez. Donc, je peux pas m'empêcher de le faire. Et l'informatique, cet outil très récent là, me permet de le faire. Parce que sur les originaux, je ne pourrais pas. Il faudrait reprendre à la gouache sur de la gouache, ce qui est extrêmement compliqué et casse-gueule. Donc là, je peux, en tout cas, essayer de reprendre les dessins. Puis pour finir, ça n'arrive jamais, mais pour finir, si je me disais, bah non, c'était mieux avant, je peux toujours annuler le truc, etc., et revenir en arrière. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que sur un ensemble de dessins d'humour, ils vieillissent pas tous aussi bien. Il y en a quand même qui sont qui étaient reliés à soit des technologies de l'époque, enfin de l'époque où ils ont été faits, soit des changements de mentalité aussi. On les voit très rapidement, en 10 ans, ça suffit. Hein. Et donc, quand je regarde des vieux dessins, il y en a une partie, je les regrette pas parce qu'ils étaient pertinents, ils étaient bien à l'époque quand ils ont été faits. Mais disons qu'ils roulent sur 3 pattes, et même au pire, des fois, ils enfoncent des portes ouvertes. Donc ceux-là, je les élimine. Et comme j'ai un stock de dessins secrets, qui sont les dessins qui n'avaient pas été sélectionnés, vous voyez, c'était la grande shortlist, si vous voulez. Il y a eu des recalés, mais des recalés à pas grand-chose, quoi. Donc je ressors des dessins comme ça si je trouve qu'ils sont plus
plus modernes, en fait, plus lisibles par rapport à aujourd'hui, je les ressors. En même temps, vous les retravaillez. Par exemple, il y a des dessins où il y avait un fax. Le fax n'existe plus aujourd'hui. Le fax, ça devient un gag. Alors que moi, j'avais un fax, c'était pas du tout un gag. Et il y avait des magasins de fax. C'était tout à fait sérieux. Les gens passaient pas devant en rigolant. C'était un truc très sérieux que moi je trouvais génial d'ailleurs. J'envoyais des projets de dessin quand je faisais des illustrations d'articles. Ça se passait par fax. Exactement. Ils m'envoyaient l'article par fax et moi je renvoyais des crobards noir et blanc par fax aussi. Et ça marchait très bien, je dois dire. Hein. Sauf que ça s'est retrouvé complètement dépassé par les mails, en fait. Voilà. Alors, il se trouve qu'un dessin, Wutsch, c'est plusieurs choses. D'abord, il y a l'idée. Il faut trouver l'idée, c'est pas simple. Et ensuite, il y a le travail de la réalisation qui peut demander du temps parce qu'il y a la gouache et les couleurs. Alors, il y a tout ça c'est vrai, mais il y a en plus le fait que je pense que je suis un dessinateur assez laborieux. J'essaye de faire que ça se voit pas. Mais dans mon processus de travail, c'est pas instantané du tout. Il y a des tâtonnements, il y a des retours en arrière. Non, finalement ça sera mieux comme ça, etc. Et je fonctionne pas très vite. Il faut que je voie l'erreur pour me dire oui, non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, si vous voulez, on est très loin du génie, quoi. On est très loin du génie foudroyant. On est un peu plus dans une espèce d'artisanat tâtonnant. Le côté besogneux que vous avez. Besogneux, n'ayons pas peur des mots, allons-y. Alors, il se trouve qu'un dessin, vous le choisissez, d'abord vous écrivez la légende avant le dessin. Toujours. Parce que c'est plus facile. Mais Sampé faisait pas du tout comme ça, hein, par exemple. Hein. Tout le monde trouve sa petite... ce que les golfeurs appellent la routine. Tous les dessinateurs ont leur routine. Oui. Et moi, ma routine, c'était de trouver l'idée et de la formuler complètement dans la légende, et seulement après de me poser la question de la visualisation, en fait, de cette idée. Il se trouve aussi que le choix des couleurs est important parce que les couleurs doivent s'adapter au dessin. Les couleurs, c'est pas neutre, ça donne tout de suite une ambiance, ça donne tout de suite une atmosphère. Et donc, à partir du moment où on dessine en couleur, le choix de la tonalité colorée, si vous voulez, est déjà signifiant par rapport à ce qu'on cherche à dire. Et vous acceptez un dessin, au départ, l'idée, quand elle vous fait rire. Bah oui, ça me semble normal. Oui. Je pense que les gens qui font des sketchs, c'est pareil. Si le sketch les fait pas rire, ils vont pas le faire sur scène. Oui, mais le rire précède les jours de souffrance de la réalisation du dessin. Non, c'est le rire, il a lieu au niveau, c'est un rire intérieur d'ailleurs, mais c'est au niveau de l'idée. Et après, il y a un autre problème qui se pose, c'est comment je vais faire pour que cette idée soit parfaitement lisible et qu'on puisse pas, qu'il n'y ait pas de malentendu possible, et qu'elle soit aussi drôle que l'idée m'a fait, aussi drôle que je l'ai trouvé drôle quand l'idée est apparue, si vous voulez. Et ça, c'est beaucoup plus laborieux. Et je crois, Wutsch, que certains de vos dessins ont été traduits en chinois. Oui. Et ça, vous avez veillé à découvrir la légende qui avait été traduite. Mais à vrai dire, j'ai découvert qu'en fait, Madame Figaro chinois avait utilisé mes dessins, donc je reconnaissais très bien les images, puis en dessous il y avait un texte. Donc j'ai essayé de me faire traduire les textes, et les textes ne correspondaient pas du tout à mes légendes. Mais on m'a expliqué que ça avait beaucoup de succès, mais je ne sais pas pour quelle raison, parce que je ne sais pas ce que ça racontait. Ça racontait d'autres choses. Oui. Mais on m'a assuré que c'était très très drôle, que ça faisait beaucoup rire les Chinois. Je dis, ah bon, écoutez... C'est magnifique. Oui, pourquoi pas. Et il y a une autre activité entre deux dessins, ce sont les albums pour enfants. Ça, c'était aussi quelque chose de particulier, Wutsch. Ça a commencé avec La planète bizarre, je crois. Non, ça a commencé avec... La petite grenouille qui avait... Non, ça a commencé avec un livre qui s'appelait Le roi de la grande savane. D'accord. Et à l'époque, mes deux fils, qui étaient tout petits, voulaient que je leur raconte tous les soirs... comment ça s'appelait ce truc de Disney là, le roi de la jungle, non, le roi lion. Le roi lion. Oui. Et donc j'en avais tellement marre de leur lire le roi lion tous les soirs que je me suis dit tiens, je vais faire un contre-roi lion en fait quelque part. Mais avec presque les mêmes personnages. Il y aura le lion, la girafe, les singes, tout ça. Et voilà, c'était une rébellion en fait. Et finalement, ça a continué avec tous ces albums, parce que La petite grenouille qui avait mal aux oreilles, je connais des enfants qui l'ont lu. C'est finalement mon livre le plus vendu, en termes de nombre d'exemplaires.
Il a eu beaucoup de succès, il a été traduit dans plusieurs pays, etc. Et on continue à en vendre alors que le bouquin est sorti il y a 20 ans. Parce que les générations d'enfants découvrent ce livre. Oui. Avant de dormir, on lit Et puis alors, il y a aussi autre chose, c'est que c'est un livre très court. Et quand on est parent, raconter une histoire très courte, ça peut être assez tentant. Quand on a eu une grosse journée, on est bien content de trouver des livres très courts. Et puis vous avez eu plusieurs prix littéraires, et je crois qu'il y en a un qui c'est le prix Sorcière pour la catégorie tout petit, pour un livre qui s'appelait Pourquoi. Ben c'est celui-là. C'est celui-là. C'est l'histoire de la grenouille. Alors il se trouve qu'il y a aussi un album qui a marqué votre parcours pour des raisons très particulières. Monsieur Jean de La Fontaine, des petits... Chantal Goya, Monsieur Jean. Je connais beaucoup d'enfants qui ont appris, qui connaissent La Fontaine grâce à Chantal Goya. Et c'est vrai que La Fontaine, le ministère de l'Éducation nationale, vous a un jour confié une mission, Butch. Oui, absolument. Et on m'a fait une proposition comme ça au débeauté, en me disant, voilà, est-ce que vous accepteriez d'illustrer les fables de La Fontaine? Alors j'étais complètement perplexe parce que en fait j'ai jamais été un illustrateur. Enfin, j'étais l'illustrateur de mes dessins et de mes livres pour enfants, mais j'ai jamais été un illustrateur, si vous voulez, qui travaille sur des textes hétérogènes. Et là, j'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps de répondre à ce mail parce que et j'étais dans mon lit et je me disais, mais est-ce que tu peux refuser, puisque tu as une proposition d'illustrer La Fontaine? J'y aurais pas pensé tout seul, mais c'était un gars qui m'avait tellement parlé étant petit que j'ai décidé de plonger. Et voilà. Vous avez réalisé 30 dessins, je crois, il y a eu 30 fables choisies. Oui. Et votre préférée, c'est pas la plus connue, c'est L'ours et l'amateur des jardins. Est-ce que vous la connaissiez, vous? Ah, je la connaissais pas avant. On n'étudie pas à l'école, celle-là. Ben, il en a écrit 250, je crois. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont très chiantes. Alors du coup, j'ai acheté des bouquins et j'ai commencé à... Puisqu'en fait, l'Éducation nationale m'a laissé libre du casting. Je devais en choisir 25 dans les 250 existantes. Donc j'ai fait le travail très sérieusement. Et donc il y en a une bonne partie où c'est des espèces de jeux, mais c'est des jeux sur la mythologie grecque. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les salons, ils connaissaient tous parfaitement les personnages de la mythologie grecque. Et donc, on pouvait jouer avec, faire des contre-personnages, prendre des contre-pieds de caractères, etc. Ça faisait rire tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, la mythologie grecque, plus personne la connaît. Enfin, à part quelques spécialistes, bien sûr. Et donc, il y avait plein de fables de La Fontaine qui étaient sur ce thème-là pour faire rire dans les salons, mais qui marchaient plus du tout. Et donc, j'ai fait mon casting et je suis tombé sur cette fameuse fable dont la morale est formidable. Mais vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Bon. Et je conseille aux enfants de la lire. Et vos livres, ces recueils, sont en CM2 aujourd'hui encore étudiés. Le livre de l'Éducation nationale? Oui. Je suis pas sûr de ça. Ah, j'en ai vu quelques-uns encore. Oui, ça doit traîner encore. Mais vous savez que c'était un système, en fait. C'est-à-dire que l'Éducation nationale, sous Jean-Michel Blanquer, oui, ils avaient décidé d'offrir un livre de La Fontaine au CM2, à tous les CM2 de France. Hein. Ça faisait beaucoup de bouquins. Il était offert en cadeau d'adieu du CM2 et en cadeau de bienvenue du collège. Voilà, c'est ça, de la 6e. Et le système a perduré. C'est-à-dire qu'il y a eu, après moi, il y a eu, je crois, 4 illustrateurs qui ont été sollicités et qui ont fait aussi le même travail que moi, c'est-à-dire un casting des fables et avec leur illustration. Alors, Ces mystérieuses alchimies de l'amour, c'est un recueil avec certains dessins qui ont été retravaillés, d'autres originaux. À chaque fois, vos thèmes sont les mêmes, c'est-à-dire que vous moquez un peu de tout le monde et de la société. Alors ça, c'est pas moi, hein. C'est le dessin d'humour. Hein. Oui. C'est le genre qui veut ça, évidemment. Un dessin d'humour qui parlerait des trains qui arrivent à l'heure, je vois pas qui ça intéresserait. Voilà. Mais là, les tout-puissants, les chefs d'entreprise, les soirées mondaines, tout ça vous inspire. Alors que vous vivez tranquillement loin de tout ça. Bon, j'ai fait des incursions, j'ai fait des petits visionnages comme ça accidentels. Alors ça me suffit. C'est pas des milieux que je connais. Enfin, mais je les imagine. Je les imagine à partir de quelques éléments concrets que j'ai pu voir ou entendre, etc. Et ça va très bien.
Et c'est une observation de la société qui n'a jamais changé et qui demeure d'actualité. Qui n'a jamais changé, j'en suis pas si sûr, mais bon, elle était d'actualité en tout cas quand les dessins sont sortis. Qui n'ait jamais changé. Oui, elle a peut-être changé, mais ses dessins sont toujours d'actualité. Il suffit de feuilleter ce recueil ou de voir quelques illustrations et quelques légendes pour savoir que le monde que vous évoquez n'a pas changé. Espérons-le. Moi, je suis sûr, en tout cas, que celles et ceux qui vous aiment, et il y en a beaucoup, apprécieront ce recueil, même s'il y a des choses qu'ils connaissent, mais qu'ils retrouveront différemment. Ça s'appelle Les mystérieuses alchimies de l'amour, et c'est au Cherche Midi. Et vous allez continuer à faire des recueils de ce genre ? Je suis pas sûr. Pourquoi ? Mais parce que ce sont des compilations de dessins et le nombre de dessins étant pas extensible, j'ai pas envie. En fait, Philippe Héraclès, que vous connaissez, l'éditeur, oui, m'avait sollicité depuis le début en fait pour faire des compilations thématiques parce qu'il faisait ça avec Piem, etc. Donc et puis commercialement ça a un intérêt. Et je lui avais dit, Philippe, je ferai des compilations quand je pourrais avoir suffisamment de bons dessins, que je trouve bons moi, pertinents sur un thème donné. Donc, ce qui a été fait, en fait, après une dizaine d'années d'albums, si vous voulez, d'albums originaux. Et là, j'ai dit à Philippe, je pense que j'ai assez, je peux faire, je peux remplir quelques thèmes, mais il n'y aura pas de bouche-trou. Non. Je vais prendre que du bon, et je vais compiler ce que je trouve bon, en tout cas, voilà. C'est un recueil à ne pas manquer, donc puisque tout est bon, ça s'appelle Les mystérieuses alchimies de l'amour au Cherche Midi. Merci Vouch, et puis continuez ainsi, parce qu'on a besoin de votre rire plus que jamais. Merci beaucoup. Merci, Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.